Canada. Je m'appelle Léa Dubois, et je vais vous raconter l'histoire de la façon dont ma cousine, mon propre sang, a essayé de me rayer de la réalité, de m'effacer de la surface de la Terre, juste dans une pièce où j'avais parfaitement le droit d'être. Et elle y serait parvenue s'il ne s'était pas montré, la seule personne devant laquelle elle s'inclinait. C'est là que tout a basculé. Connaissez-vous ce sentiment d'être humilié en public au point que même les passants détournent le regard, comme s'ils avaient peur de partager votre honte? Imaginez maintenant que ce soit fait par une personne avec qui vous avez partagé votre enfance, qui vous a tressé les cheveux lors de sorties familiales dans la nature. Nous n'avons pas grandi dans un chaos. Barbecue du dimanche, pyjama de Noël assorti, soirée pyjama pour les anniversaires, nous avions tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais toutes les blessures ne saignent pas à l'extérieur, certaines rongent l'âme de l'intérieur, chuchotent des mots empoisonnés. Certaines blessures donnent l'impression d'être un figurant dans le défilé triomphal de quelqu'un d'autre. Aurélie. Elle était la fierté de notre famille, notre étoile. École de droit à 22 ans, conférencière TEDx avant 30 ans. À 32 ans, elle dirigeait le département des relations publiques d'une société technologique de plusieurs milliards de dollars, Very, et avait l'air de sortir tout droit d'une couverture de magazine. Je n'étais pas jalouse. J'avais juste l'habitude de me recroqueviller dans sa lumière éblouissante. Je me souviens, quand nous avions 12 et 15 ans, j'ai rapporté un prix d'un concours régional d'artistes. Grand-père a alors souri chaleureusement et a dit « Eh bien, Léa, tu fais des progrès ». Aurélie a éclaté de rire, et ces mots se sont gravés dans ma mémoire comme un éclat de verre, elle n'a fait que dessiner un oiseau. Et moi, le mois dernier, j'ai créé un logo pour tout un organisme de bienfaisance. C'est ça qui m'a le plus blessée. Et voilà, une quinzaine d'années plus tard, j'ai 30 ans, et je suis, terriblement excitée, dans l'ascenseur de Martin et Associés. Cette start-up chic s'est installée dans un entrepôt réaménagé au cœur du Marais. Je repasse fébrilement ma présentation dans ma tête, je lisse machinalement les manches et je serre fort mon portfolio, relu jusqu'à la dernière virgule. Je n'ai peut-être pas l'éclat de la sophistication, mais je suis tenace, je suis autodidacte en design. 10 clients acquis à partir de zéro, un concept visuel pour un refuge local pour femmes qui a même attiré l'attention de la presse nationale. J'ai quelque chose d'authentique, quelque chose de précieux. Dans la salle d'attente, tout le monde avait l'air de sortir tout droit des pages d'un magazine parisien. Talons vernis, sourires éclatants, porte-documents en cuir coûteux. Je me suis assise sur le bord d'un banc en béton, me sentant mal à l'aise. Et là, la porte s'est ouverte en grinçant, et Aurélie est entrée. Tout s'est refroidi et s'est contracté en moi. Elle était exactement comme je me la rappelais. Une assurance décontractée dans chaque mouvement. Sa blouse de soie bleu marine scintillait sous la lumière du plafond, comme si elle sortait tout droit d'un podium. Et ses cheveux foncés étaient coiffés en un chignon si impeccable qu'on aurait dit qu'un sculpteur l'avait façonné. Ses talons martelaient le parquet d'un rythme précis, comme pour ponctuer la fin des phrases. Point final. Elle ne m'a même pas accordé un regard. Pas la moindre trace de reconnaissance. Aurélie s'est dirigée vers la table du jury, a souri d'un air éblouissant et a pris sa place, posant devant elle une tasse thermos avec un logo gravé qui criait son statut élevé. J'ai eu l'impression de recevoir une décharge électrique. Elle n'était pas là pour un entretien. Elle est membre du jury. Pas de salutation, pas l'ombre d'un sourire, juste un regard glacial. Une assistante faisait le tour des candidats avec un plateau de café, offrant à chacun une tasse avec un sourire poli. Quand elle s'est approchée de moi, Aurélie a imperceptiblement secoué la tête. Le plateau est passé. On ne m'a pas offert de tasse. Je n'ai pas bougé. J'ai juste serré plus fort mon dossier de candidature, sentant la chaleur m'envahir le cou. Et là, j'ai entendu sa voix. Douce, mais d'autant plus venimeuse. Elle s'habille toujours comme si elle vivait dans une friperie. La femme à côté d'elle a souri avec retenue. J'ai baissé les yeux sur mon blazer. Un fil traînait de façon traîtresse sur l'épaule, et j'avais l'intention de le recoudre. Mais il était propre. Et il était à moi. Et je n'ai plus 12 ans depuis longtemps. Ce n'était pas un refuge confortable dans le grenier, comme chez mes cousins, ni un murmure amical depuis des lits superposés. C'était un travail, une chance que j'avais durement gagnée. Le moment de la présentation est arrivé. Le modérateur a donné le signal, et les candidats, comme par commandement, ont commencé à se lever. Nom, titre, histoire de réussite peaufinée, diplômé d'université prestigieuse, fondateur de start-up, chacun essayait de surpasser l'autre. Un type s'est même vanté de sa présentation à TED. Et voilà mon tour. Je me suis levée, sentant mes genoux trembler. Je m'appelle Léa Dubois. Je crée des choses qui profitent à ceux qu'on ne rencontre généralement pas dans ces salles. Et à ce moment-là, pour la première fois de la matinée, Aurélie a levé les yeux sur moi. J'ai rassemblé toute ma volonté,
J'ai avancé, essayant de ne pas faire trembler ma voix, et j'ai posé mon CV juste devant elle. Pas un seul regard. Juste un balayage furtif, presque méprisant, et ensuite, comme si c'était une serviette sale, elle l'a poussé vers sa collègue. Ni salutation, ni reconnaissance, pas une seule question. Je suis resté figé, suspendu dans un silence assourdissant. De retour à ma place, j'ai senti un froid glacial m'envahir. On aurait dit que le coussin avait absorbé toute l'amertume de l'humiliation. Derrière moi, un murmure venimeux a fusé. Elle fait de l'UX? Sérieusement? Suivi d'un rire étouffé, cruel, comme un coup de poignard. Qui avait dit ça? Je ne le sais pas. Je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas voir les visages de ceux qui savouraient mon échec. Je sentais le rictus d'Aurélie dans mon dos, comme une lame qui s'insinue lentement entre mes côtes. Un rôle trop familier. Pas dans ces murs, mais dans cette dynamique étouffante. Celui de la chair à canon, de la jeune fille avec des étincelles de talent, à qui on ne permettra jamais de partager le repas des adultes. Je me suis souvenu de mon premier emploi, une véritable percée, la création d'une plateforme communautaire pour un foyer de jeunes. Je l'avais construite de A à Z. L'architecture, les flux utilisateurs, l'interface, le backend, ma fierté. Un soir, lors d'un dîner, je l'avais montré à Aurélie avec une certaine appréhension. En réponse, un simple hochement de tête indifférent. Aucun mot d'éloge, pas une once de chaleur. Un mois plus tard, sa firme présentait une plateforme pour une organisation politique à but non lucratif. Et la maquette. Mon Dieu, elle était d'une familiarité troublante. La structure, les couleurs, même les formulations dans la barre de navigation, tout criait mon œuvre. Lorsque j'avais osé poser la question, elle m'avait gratifié d'un sourire condescendant et avait prononcé, comme une sentence, « Les idées, Léa, sont dans l'air. On ne peut pas breveter une pensée. » Mais nous connaissions toutes les deux la vérité. Et nous revoilà. Grégoire, membre suffisant du jury, lunettes de créateur vissées sur le nez, rictus affûté, s'adosse à sa chaise, respirant la supériorité. Alors, lance-t-il, sa question tranchante comme un rasoir, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes prête pour le grand bain? J'ouvre la bouche pour répondre, mais Aurélie, telle une prédatrice, prend la parole. Pendant que je brillais au sommet de l'égalité numérique à Lyon, dit-elle d'une voix mielleuse, Léa galérait encore à télécharger son portfolio sur Canva. Un rire contenu parcourt la salle, comme une meute de hyènes approuvant une attaque réussie. La brûlure familière de l'humiliation remonte en vague dans mon dos. Je ne me permets pas de tressaillir. Je reste immobile, comme une statue, mains posées sur mes genoux, dos droit, visage, un masque de calme. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Quelque chose de solide qui me servait de pilier. Je ne suis pas venu ici supplier une place. Je suis venu parce que je la mérite. Relevant le menton, je me lève à nouveau. Sans un mot, sans une seule justification, je quitte la pièce. Je traverse le couloir, passe devant la réception impassible, et m'échappe dans l'air vif du marais. 3 pâtés de maison plus loin, je trouve un café discret, coincé entre un pressing et un magasin de vinyle désaffecté. Un endroit qui semble figé dans le temps, n'ayant pas vu de rénovation depuis des décennies. L'air est saturé d'une odeur de grains de café brûlés et d'un espoir fantomatique d'une seconde chance. Je commande un café que je ne toucherai pas et m'installe à une table d'angle isolée, comme pour me cacher du monde entier. Dans ma main, je serre encore mon CV. Un tampon rouge en haut indique impitoyablement « non qualifié ». Ce n'est pas la réalité véritable, mais plutôt une projection fantomatique, créée par mon esprit torturé sur le tissu de la vérité. Je déplie frénétiquement mon téléphone, retrouve le brouillon de la lettre de démission, écrite dans un moment de désespoir la semaine dernière. Mes doigts tremblent au-dessus de l'écran, prêts à trahir le dernier client qui croit encore en moi. Mais au dernier moment, comme obéissant à un élan soudain, je supprime le texte. Oh non, pas aujourd'hui, chuchotai-je, comme défiant le destin. Soudain, l'écran s'anime, signalant un nouveau message. Il vient de Coulmier Studio. Pourriez-vous nous accorder du temps pour un appel aujourd'hui? Nous avons pris connaissance de votre étude UX pour le foyer et sommes extrêmement intéressés. Si vous avez déjà senti une pièce essayer de vous engloutir, de minimiser votre importance, ou si vous avez déjà gardé le silence pour revenir avec une force décuplée, restez avec moi. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Comment ça s'est passé? Cette question résonne dans ma tête. Mon doigt plane au-dessus de l'écran, prêt à envoyer la réponse complaisante qu'elle est si impatiente d'entendre. Mais je l'efface, prends une profonde inspiration, et envoie à la place un seul mot, normal. D'un mouvement brusque, je me lève, enfile mon manteau et me dirige vers le point de départ. Je franchis à nouveau le seuil de ces mêmes portes vitrées,
passe devant le hall bondé de monde, entre dans ce même bâtiment qui a récemment tenté de me priver de ma voix. Dans mes yeux brûle un feu, et dans mon âme mûrit une détermination. La secrétaire tressaillit à peine en me voyant. « J'ai besoin de reparler à la commission, » dis-je, en essayant de garder mon calme. Elle hésite, comme si elle pesait le pour et le contre. Ils sont occupés, ils examinent les candidats. Je hoche simplement la tête, lui faisant comprendre que je le sais. C'est précisément pour ça que je suis là. Elle m'examine du regard, essayant de lire quelque chose sur mon visage. Peut-être de la détermination. Ou peut-être quelque chose de plus profond et d'ancien. Mais, sans dire un mot, elle prend le téléphone. 10 minutes d'attente interminable plus tard, je me tenais de nouveau devant la porte de la salle de conférence. Le grincement des chaises signalait que j'avais attiré l'attention. Pas un seul sourire. Grégoire se laissa tomber nonchalamment sur son siège, un sourcil levé haut. La fierté a chuté en partant, résonna sa question sarcastique. Aurélie soupira doucement. Il y avait quelque chose de presque comique dans cette situation. « Tu ne comprends pas quand il faut s'arrêter » murmura-t-elle. « Je ne suis pas ici pour supplier » rétorquai-je, avançant d'un pas et posant un fin dossier directement sur la table. « Vous avez négligé quelque chose. » Laurence, l'un des membres les plus discrets de la commission, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec une curiosité mal dissimulée. « Mon vrai travail, » dis-je fermement. « La base des systèmes sur lesquels repose encore toute votre entreprise prospère. » Grégoire ouvrit la bouche pour riposter, mais n'eut pas le temps de prononcer un mot. La porte derrière moi s'ouvrit à nouveau et Coulmier entra dans la pièce. Sans costume strict, seulement un pantalon foncé et une chemise blanche impeccable. Déboutonné négligemment, assuré, incontestable. Son apparence parlait d'elle-même. Un silence tendu s'installa dans la salle, tous les regards, comme par ordre, se tournèrent vers lui, comme s'ils n'avaient pas soupçonné son existence jusqu'à présent. Sans prêter attention à la commission, il passa devant Aurélie et se dirigea droit vers moi. Ses mouvements étaient empreints d'une assurance tranquille. Il toucha mon dos, son contact était à la fois encourageant et protecteur. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement, et sa voix était empreinte d'une sincère inquiétude. « Seulement moi » répondis-je, sentant une vague de gratitude monter en moi. Le visage d'Aurélie se crispa de colère. « Coulmier » siffla-t-elle entre ses dents. Il ne lui accorda même pas un regard, comme si elle n'était que de la poussière sous ses pieds. Au lieu de cela, il balaya la pièce du regard, et un éclair de colère brilla dans ses yeux. « C'est amusant, » dit-il d'une voix égale, « certains d'entre vous, je vois, me connaissent assez bien pour m'inclure dans la copie de la diffusion, mais ne se sont absolument pas donné la peine de connaître la personne dont vous vous appropriez les idées avec autant de désinvolture. » Grégoire, comme piqué, se leva brusquement de sa place. « Monsieur, si nous avions su. »« Su quoi » l'interrompit Coulmier, et des notes d'acier résonnèrent dans sa voix. « Que Léa est l'architecte de l'infrastructure de conformité, grâce à laquelle vous avez conclu les 2 derniers contrats avantageux. Que son nom figure sous chaque ligne de la documentation que vous venez d'ignorer. » Il ouvrit le dossier et mon nom, comme une sentence, était visible dans le coin supérieur droit de chaque page. Des captures d'écran du code, des mémorandums d'accord signés sur le travail indépendant, le tout avec le sceau de leur entreprise. Il se tourna vers Grégoire, le foudroyant du regard. « L'humiliation des candidats dignes est-elle devenue votre nouvelle stratégie marketing ?» Ma question resta en suspens, perçant le silence du bureau. Laurence feuilletait lentement les papiers, son visage devenant de plus en plus pâle. « Cela ne figure pas dans nos rapports, » murmura-t-elle, évitant mon regard. « Bien sûr que non, » rétorquai-je, « quelqu'un s'en est occupé. » Coulmier fit un signe de tête, invitant à la conversation. « Discutons-en. » Il posa sur la table le dernier document, le journal interne du service des ressources humaines. Le titre criait « Avis archivé sur le recrutement de personnel 2019 ». En dessous, mon nom, et à côté, une ligne de commentaires venimeux du précédent cycle d'entretien, manifeste une résistance à la critique, ne s'intégrera pas à la culture d'entreprise, historique de collaboration difficile. Chaque enregistrement était marqué de l'heure et de la source, @Véro. Aurélie. Le visage d'Aurélie pâlit instantanément, comme si elle avait été frappée. Je protégeais l'entreprise, lâcha-t-elle, le désespoir résonnant dans sa voix. Nous ne pouvons pas simplement distribuer des postes par favoritisme. Je la regardais calmement, mais de la glace brûlait dans mes yeux. Le seul favoritisme ici, dis-je doucement, mais fermement, est votre tentative désespérée de conserver votre place, craignant que quelqu'un ne s'avère meilleur que ce que vous attendiez. Grégoire se tortilla sur sa chaise,
Mais Coulmier l'arrêta d'un geste. Permettez-moi de demander encore une fois, dit-il en balayant la pièce du regard. Qui parmi vous a réellement consulté son CV? Qui s'est intéressé à son portfolio, a étudié les études de cas, a regardé son parcours? Personne ne leva la main. Le silence plana dans l'air, plus éloquent que n'importe quel mot. Puis Laurence prit la parole, doucement, mais une assurance résonnait dans sa voix. Je pense que nous devons présenter des excuses officielles à Léa et lui proposer un poste correspondant à sa contribution réelle. Coulmier se tourna vers moi. Le choix t'appartient, dit-il. Tu veux un bureau dans le coin? Je jetai un coup d'œil au bureau en verre où Aurélie siégeait autrefois, comme une reine. Tout y était resté intact. Une tasse de café vide, un tableau couvert de gribouillis insignifiants. Je secouai la tête. Je préférerais travailler à côté de l'équipe de développement, répondis-je, là où naissent les idées. Le directeur des ressources humaines acquiesça, notant quelque chose sur un formulaire. Vous serez réintégré dans vos fonctions. Consultante principale en stratégie à part entière. Gisèle ouvrit la bouche, mais se ravisa et se tut. Son regard errait dans la pièce, dans une supplique désespérée et silencieuse, comme si elle cherchait une chance de salut qui lui échappait. Mais il n'y avait pas un seul visage compatissant autour d'elle. Alors qu'elle était escortée par la sécurité, elle se retourna comme un animal traqué, les yeux lançant des éclairs. « Tu crois vraiment que tu es meilleure que moi juste parce qu'il t'a préférée » siffla-t-elle, pleine de venin et de ressentiment. Je suis restée impassible, pas un seul muscle n'a bougé sur mon visage. « Non, » répondis-je d'un ton égal, j'ai juste cessé d'être ton ombre. Moins d'une semaine plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau. Pas de fenêtre panoramique donnant sur le ciel, pas de hauteur vertigineuse. Juste un bureau solide et robuste, entouré du bourdonnement de la pensée d'ingénierie, où le bruit des claviers résonnait à l'unisson, comme un battement de cœur, et où les idées prenaient chair et sang. J'ai retrouvé ce CV déchiré. Je l'ai soigneusement recollé, non pas comme un trophée de vainqueur, mais comme un témoignage. La preuve que j'avais été ignorée, rayée des listes, rejetée maintes et maintes fois, mais que j'étais quand même revenue. Au-dessus, j'ai épinglé une feuille jaunie de mon carnet, griffonnée de ma main il y a 3 ans. À l'époque, le loyer était un fardeau insurmontable et l'espoir semblait un luxe interdit. Il y était écrit « Personne ne remarque le bâtisseur silencieux tant que le bâtiment ne résiste pas à la tempête ». 2 semaines plus tard, une jeune femme est passée devant mon bureau. Dans ses mains, comme un fragile joyau, reposait un CV. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas souri, mais s'est figée sur place. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai hoché la tête en silence et nous sommes entrés dans la pièce. Le temps s'est étiré jusqu'à ce qu'elle finisse par me trouver. Ils ont rappelé, dit-elle, et il y avait une excitation non dissimulée dans sa voix. Pour le rôle auquel tu m'as dit de postuler. Un sourire illumina son visage et je répondis sincèrement, tu le mérites. J'ai remarqué que ses doigts serraient plus fort le CV. Son dos s'est redressé, ses épaules se sont élargies et son menton s'est légèrement levé. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose de silencieux mais d'incroyablement solide naître en elle. Et c'était peut-être la vraie fin. Pas la vengeance, pas les postes élevés, pas les bureaux avec des fenêtres panoramiques, mais quelque chose de bien plus grand, de plus difficile à atteindre, mais qui dure aussi beaucoup plus longtemps. La liberté. La liberté du silence, de l'attente angoissante d'une permission, de la nécessité de s'effacer pour plaire à quelqu'un. Aurélie disait autrefois que je serais toujours en dessous d'elle. Il s'est avéré que j'avais juste besoin d'arrêter de me cacher dans son ombre. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie. Raconter cette histoire n'a pas été facile. Cela signifiait rouvrir des blessures que je pensais cicatriser depuis longtemps. Et c'est peut-être le cas. Mais parfois, la guérison nécessite d'être témoignée. Alors, si quelque chose dans mon histoire a résonné en vous, je serais heureuse de vous lire. Laissez un commentaire. Pas seulement pour moi, mais aussi pour celui qui lira ceci après vous, pour celui qui n'a pas encore trouvé sa voie. Que dire à ceux qui ont été repoussés, dont les réalisations ont été minimisées, dont le talent est resté inaperçu? Que dire à moi, Léa, de retour dans une pièce qui a si désespérément essayé de l'effacer de sa mémoire? Je ne cherche pas la pitié, non. Je demande juste un soutien fraternel. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, avoir travaillé sans relâche, avoir aimé de tout votre cœur, vous être complètement révélé, et n'avoir reçu en retour qu'une froide indifférence ou un mépris humiliant, permettez-moi de vous dire, vous n'êtes pas invisible. Votre travail est inestimable. Votre voix est importante. Pour être fort, il n'est pas nécessaire de crier plus fort que les autres. Pour être digne, il n'est pas nécessaire d'être parfait.
N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous dise que vous êtes prêt. Ne vous rabaissez pas pour plaire aux autres, même si c'est votre famille. Surtout si c'est votre famille. Le moment où j'ai cessé d'attendre la permission est devenu le moment où j'ai trouvé ma véritable force. Cela ne s'est pas accompagné d'ovations et d'acclamations. C'est venu avec le silence. Avec une paix intérieure profonde et globale. Et cette paix vaut tout